Imaginez un homme dont le nom est aujourd'hui synonyme de vertu suprême, d'excellence intellectuelle et de diplomatie mondiale. Un nom qui, chaque année en octobre, fait vibrer les capitales du monde entier dans l'attente des lauréats qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Pourtant, cet homme a bâti son immense empire sur l'un des pouvoirs les plus destructeurs de l'histoire moderne. Alfred Nobel est le seul individu au monde à avoir réussi cet exploit quasi impossible, être à la fois le père de la destruction industrielle et le saint patron de la paix universelle. Comment un chimiste, dont les inventions ont déchiré les entrailles de la Terre et pulvérisé des corps sur les champs de bataille, a-t-il pu devenir le créateur du prix le plus prestigieux de l'histoire ? Ce script n'est pas seulement l'histoire d'une découverte scientifique. C'est l'odyssée d'une conscience tourmentée. C'est le récit d'un homme qui a lu sa propre nécrologie alors qu'il était encore en vie, et qui a décidé, dans un élan de rédemption désespéré, de réécrire le chapitre final de son existence. Plongeons dans les profondeurs de la poudre et de la morale, pour comprendre comment le marchand de mort est devenu, pour l'éternité, l'architecte de l'espoir. Première partie, les années de poudre, un héritage explosif. L'histoire d'Alfred Nobel commence dans les ruelles sombres de Stockholm, en 1833. Mais son destin ne se forge pas dans le calme des bibliothèques, il s'écrit dans le vacarme des explosions. Alfred est le fils d'Immanuel Nobel, un inventeur autodidacte de génie, fasciné par les forces mécaniques et destructrices. Alors qu'Alfred n'est qu'un enfant, son père part pour la Russie, à Saint-Pétersbourg, où il convainc le tsar Nicolas Ier de l'utilité de ses inventions. Des mines navales capables de détruire les navires ennemis sans même les toucher. La famille Nobel s'installe dans la splendeur de la cour impériale, et le jeune Alfred grandit dans un environnement où la science est un outil de puissance militaire. C'est ici, auprès de tuteurs privés de haut vol, qu'il développe une maîtrise stupéfiante de la chimie et de la littérature, parlant couramment 5 langues à l'âge de 17 ans. Cependant, la fortune des Nobel est aussi instable que la poudre qu'ils manipulent. À la fin de la guerre de Crimée, les contrats militaires s'évaporent et la famille retourne en Suède, ruinée mais obsédée par une nouvelle substance, la nitroglycérine. La nitroglycérine est alors une substance de cauchemar. Découverte par l'Italien Ascanio Sobrero, elle est si instable qu'une simple secousse peut raser un quartier entier. Immanuel et Alfred sont convaincus qu'ils peuvent la domestiquer. Mais le prix à payer sera atroce. Le 3 septembre 1864, le laboratoire familial de Heleneborg explose. Au milieu des décombres et de la fumée noire, on retrouve le corps sans vie d'Émile, le frère cadet d'Alfred, âgé de seulement 20 ans. 4 autres personnes périssent dans l'accident. Le choc est immense. La ville de Stockholm interdit toute reconstruction du laboratoire. Alfred est dévasté par la culpabilité, mais au lieu d'abandonner, cette tragédie cristallise son obsession. Il ne veut plus simplement faire exploser des choses, il veut rendre l'explosion prévisible. Il veut que la mort de son frère ne soit pas vaine. Il devient alors un alchimiste errant, menant ses expériences sur une barge amarrée au milieu d'un lac, loin des habitations, tel un paria de la science jonglant avec la foudre. Deuxième partie, l'invention de la dynamite, dompter le chaos. Pendant des années, Alfred Nobel vit avec le danger au bout des doigts. Il sait que la nitroglycérine liquide est impraticable. Le génie technique de Nobel ne réside pas seulement dans la chimie, mais dans l'observation. Un jour, il remarque que la nitroglycérine qui s'échappe d'un récipient est absorbée par une terre poreuse appelée kieselguhr, terre d'infusoire. Le mélange forme une pâte malléable, stable, que l'on peut manipuler, couper, et même jeter au feu sans qu'elle n'explose spontanément. Pour la faire détonner, il faut un choc précis, un détonateur, une autre de ses inventions géniales. En 1867, il dépose le brevet de la dynamite. Le monde est alors en pleine révolution industrielle. On a besoin de percer des montagnes pour le chemin de fer, de creuser des canaux, comme celui de Panama ou de Corinthe, d'ouvrir des mines de charbon. La dynamite devient le moteur de la modernité. Nobel n'est plus un inventeur maudit, il devient l'un des hommes les plus riches d'Europe. Il crée un empire tentaculaire, 90 usines dans 20 pays. On l'appelle le vagabond le plus riche d'Europe.
Il voyage sans cesse, supervisant ses usines, déposant plus de 350 brevets. Mais cette fortune colossale a un goût amer. Si la dynamite construit le monde moderne, elle devient aussi l'arme favorite des terroristes et des armées. Nobel, homme solitaire, mélancolique et profondément pacifiste dans l'âme, voit son invention lui échapper. Il espérait que le pouvoir destructeur de ces machines serait tel qu'il découragerait les nations de se faire la guerre par peur d'une annihilation mutuelle. Il se trompait lourdement. Troisième partie. L'électrochoc de 1888, le marchand de mort est mort. Nous sommes en avril 1888. Alfred Nobel réside à Paris, dans son hôtel particulier de l'avenue Malakoff. Un matin, en ouvrant son journal, il manque de défaillir. En première page, il lit son propre nom dans une nécrologie. Le journal français a fait une erreur tragique. C'est son frère, Ludwig Nobel, qui vient de mourir à Cannes. Mais le journaliste, confondant les deux frères, a rédigé un article d'une violence inouïe à l'égard d'Alfred. Le titre reste gravé dans l'histoire, « Le marchand de mort est mort ». Le texte poursuit avec une froideur chirurgicale. Le docteur Alfred Nobel, qui devint riche en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Alfred reste pétrifié. Rarement un homme a eu l'occasion de voir son propre héritage à travers les yeux de ses contemporains avant son dernier souffle. Il réalise avec horreur que le monde ne retiendra de lui que le sang versé, les membres déchiquetés et les débris des explosions. Tout son travail, ses nuits blanches en laboratoire, son désir de progrès technique, tout cela est résumé en une épithète infamante, marchand de mort. On raconte que Nobel sortit de chez lui et erra pendant des heures dans les rues de Paris, anonyme au milieu de la foule. Il observa les ponts, les bâtiments, les gens qui vivaient leur vie sans savoir que l'homme qui passait à côté d'eux était, selon la presse, le visage du mal. Cette expérience fut son chemin de Damas. À cet instant précis, Nobel comprit que s'il ne faisait rien, son nom resterait lié à la tombe pour l'éternité. Il décida alors de racheter son âme. Quatrième partie. La rédemption par le testament, l'influence de Bertha. Dans cette quête de rédemption, une figure féminine joue un rôle crucial, Bertha von Suttner. Engagée brièvement comme secrétaire et gouvernante par Nobel à Paris en 1876, elle quitte rapidement son service pour se marier, mais ils entament une correspondance épistolaire qui durera jusqu'à la mort d'Alfred. Bertha est une pacifiste radicale, auteure du célèbre manifeste « Bas les cœurs ». Die Waffen nieder, elle devient la conscience de Nobel. Dans ses lettres, elle le bouscule, l'interroge sur la responsabilité de l'inventeur. Nobel lui répond un jour, avec une ironie un peu triste, « Peut-être que mes usines mettront fin à la guerre plutôt que vos congrès. Le jour où deux corps d'armée pourront s'anéantir l'un l'autre en une seconde, toutes les nations civilisées reculeront d'horreur et licencieront leurs troupes. » Cependant, l'influence de Bertha gagne du terrain. Alfred vieillit, sa santé décline, il souffre d'angine de poitrine, ironiquement traitée à l'époque par de petites doses de nitroglycérine. Il s'enferme de plus en plus dans son laboratoire de San Remo, en Italie. Le 27 novembre 1895, Alfred Nobel se rend au club suédois-norvégien de Paris. Là, sans l'aide d'aucun avocat, il rédige de sa main un testament de 4 pages qui va stupéfier le monde et sa propre famille. Il stipule que la quasi-totalité de son immense fortune, environ 31 millions de couronnes suédoises, une somme astronomique pour l'époque, doit être placée dans un fonds. Les intérêts de ce fonds doivent être redistribués chaque année sous forme de prix à ceux qui ont rendu les plus grands services à l'humanité dans 5 domaines: la physique, la chimie, la physiologie ou médecine, la littérature et, surtout, la paix. C'est son ultime explosion, mais celle-ci est destinée à éclairer, non à détruire. À sa mort en 1896, sa famille conteste le testament, scandalisée d'être déshéritée. Il faudra 5 ans de bataille juridique pour que la volonté du vieil inventeur soit enfin respectée. Cinquième partie. Les prix et le mystère des mathématiques. Depuis la première cérémonie en 1901, les prix Nobel sont devenus la mesure étalon du génie humain.
Mais une question brûle toutes les lèvres depuis plus d'un siècle. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? La légende urbaine, persistante et croustillante, veut qu'Alfred Nobel ait agi par vengeance amoureuse. Selon cette rumeur, sa compagne ou une femme qu'il courtisait l'aurait délaissé pour un mathématicien célèbre de l'époque, Gösta Mittag-Leffler. Par pure rancune, Nobel aurait exclu la discipline pour s'assurer que son rival ne touche jamais sa récompense. Cependant, les historiens sont formels, cette histoire est purement fictive. Nobel n'a jamais été marié et il n'existe aucune preuve d'une telle rivalité amoureuse. La réalité est beaucoup plus pragmatique et fidèle au caractère de l'homme. Alfred Nobel était un inventeur et un industriel. Son esprit était tourné vers le concret, vers les applications qui transforment le monde physiquement. Pour lui, les mathématiques étaient une science trop théorique, un outil pour les autres sciences, mais pas une fin en soi capable de servir l'humanité de manière directe et tangible comme une nouvelle molécule ou un traité de paix. À l'époque, il existait déjà d'autres récompenses pour les mathématiciens, et Nobel, tout simplement, ne voyait pas l'intérêt d'ajouter son nom à cette discipline. Il préférait récompenser l'action, la découverte matérielle et l'engagement moral. Finale partie, le pouvoir de réécrire son histoire. Alfred Nobel s'est éteint seul dans sa villa de San Remo le 10 décembre 1896. Ses derniers mots furent, dit-on, murmurés en français, la langue de la ville où il avait découvert sa fausse mort. Que retenir de cette vie passée entre le soufre et les lauriers? Nobel nous enseigne une leçon fondamentale qui dépasse la science et l'histoire. Il nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers des erreurs de notre passé, ni même de la perception que les autres ont de nous. Si un homme dont l'invention a servi à la guerre a pu devenir le symbole de la paix, alors personne n'est condamné par son point de départ. La vie d'Alfred Nobel est la preuve vivante qu'un homme peut, par un acte de volonté pure, transformer son héritage de cendre en un héritage de lumière. Il n'est jamais trop tard pour changer le titre de sa propre vie. La question n'est pas de savoir ce que vous avez fait hier, mais ce que vous décidez de laisser derrière vous demain. Chaque fois que vous entendrez parler d'un nouveau prix Nobel, souvenez-vous de cet homme solitaire qui, dans le silence d'un cabinet de travail parisien, a décidé que son nom ne serait pas synonyme de mort, mais de progrès. Nous avons tous, à notre échelle, un testament à écrire. Quel sera le vôtre ?